On va parler maintenant de la vitesse d'obturation. Dans le chapitre précédent, inévitablement, on a déjà parlé un peu de la vitesse d'obturation. Il était question de parler de cadence d'enregistrement et donc de la règle du shutter de 180 degrés. Il était donc indispensable de parler aussi de vitesse d'obturation, puisque ces valeurs sont directement liées à cette règle. Un point important est de comprendre et de penser que de faire varier sa vitesse d'obturation pour respecter cette règle du shutter de 180 degrés ou au contraire pour la contourner, a un coût. Et le prix à payer, c'est la quantité de lumière qui affectera votre capteur. À 25 images par seconde, en vidéo, vous n'aurez souvent aucun souci pour être à 1/50e de seconde. À plus forte raison si vous êtes à pleine ouverture sur votre objectif. Mais lorsque vous voudrez augmenter sensiblement la vitesse d'obturation, pour des scènes spécifiques d'action par exemple, à moins d'être en plein soleil ou de disposer d'une scène très lumineuse, vous pourriez très vite manquer de lumière si vous passez au 200e, voire au 400e de seconde. Dans ce cas, vous pourriez compenser avec la sensibilité ISO. Et tout ça sera à faire en fonction de l'appareil que vous utilisez. Le GH4 par exemple n'étant pas vraiment un champion en basse lumière, avec son petit capteur micro 4 tiers. Par contre, en plein soleil, si vous souhaitez respecter la règle du shutter de 180 degrés pour des flous de bouger réalistes, à une cadence de 25 images par seconde, donc à 1/50e de seconde sur votre obturateur, vous serez complètement surexposé. Donc dans ce cas, l'utilisation d'un filtre ND ou Neutral Density peut vous faire perdre de l'intensité lumineuse, appelée niveau dans le jargon de la vidéo. Ça sera nécessaire. Dans pas mal de caméras vidéo professionnelles, le filtre ND est d'ailleurs incorporé à l'intérieur même du boîtier. Au Mexique, sous un soleil de plomb, j'utilisais donc un filtre ND variable sur mon GH4. Et sans lui, j'étais cuit, c'est le cas de le dire. Il était crucial pour moi que je puisse shooter à pleine ouverture pour minimiser la profondeur de champ. Nous verrons ce point dans un instant, mais je voulais aussi des flous de bouger naturels. En restant au 50e de seconde, à 25 images par seconde, je respectais donc la règle des 180 degrés. Sur le GH4, à 200 ISO sous un soleil de plomb, ces paramètres n'étaient absolument pas envisageables. Si je n'avais pas eu un filtre ND, je ne pouvais simplement pas tourner. Et nous verrons ce genre de configuration un peu plus tard. Donc gardez bien à l'esprit que l'obturateur a un rôle déterminant dans le look de l'image. Que vous souhaitez préserver des flous de bouger réalistes ou au contraire les faire disparaître. Dans les deux cas, ça aura évidemment une incidence sur l'exposition, sur le niveau de lumière qui affectera votre capteur vidéo. Dans un cas, il vous faudra trouver le moyen de diminuer la quantité de lumière. Dans l'autre, de veiller à ce que vous n'en manquiez pas. Un autre point important pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par des ralentis extrêmes, des slow motion donc, l'obturateur a un rôle à jouer. En effet, il existe plusieurs techniques software que nous ne couvrirons d'ailleurs pas ici puisqu'il y a un grand nombre de formations à ce sujet. Que cela soit au travers d'Adobe Premiere ou de Final Cut Pro, ou encore en utilisant des plugins externes comme Twixtor, qui peut en effet faire des miracles pour vous permettre d'obtenir des ralentis incroyables, qui peuvent vraiment faire illusion surtout au regard du rapport qualité-prix de nos DSLR. Vous devez garder à l'esprit ce principe que votre vidéo reste une succession de photos qui se suivent les unes après les autres en fonction de la cadence déterminée. Si vous prenez une de vos 25 images par seconde en faisant une pause dans votre timeline, si en raison des paramètres de votre prise de vue vous avez un flou de bouger, ralentir ce plan correspondra donc à avoir un résultat d'image en ralenti, mais toujours avec un flou de bouger, tout à fait perceptible. Certaines méthodes dans Premiere Pro par exemple vont recalculer votre ralenti de manière à créer des images qui n'existaient pas, pour les placer entre celles qui existent. Si vous faites un ralenti de 50%, sans utiliser de méthode ou de technique spécifique, et que donc votre séquence qui durait 4 secondes en fait maintenant 8, la seule chose qu'Adobe Premiere aura fait aura été de doubler chacune de vos 25 images par seconde, pour doubler le temps, et donner donc l'illusion d'un ralenti de 50%. En réalité, si vous vous déplacez dans le timeline image par image, vous verrez qu'une image sur deux ne change pas. C'est simplement une copie. En revanche, si vous utilisez Optical Flow par exemple, qui est inclus à Premiere Pro, ou mieux encore si vous utilisez le plugin Twixtor, qui malheureusement est excessivement cher je trouve, dans les deux cas, le software va aussi créer une image intermédiaire qui n'existait pas. Mais, et c'est la grande différence, le software va comparer les images successives entre elles. Et lorsqu'il crée une image, il analysera l'image précédente et la suivante. Il tiendra ainsi compte des déplacements des pixels et tentera de créer le chaînon manquant entre les deux images sur base d'une interpolation. Optical Flow est une réelle avancée, qui plus est gratuite puisqu'incorporée à Premiere Pro. Mais après avoir vu pas mal de tests comparatifs,
Il faut dire que le plugin Twixtor reste bien supérieur dans ses calculs compliqués d'interpolation justement, lui permettant de créer de nouvelles images intermédiaires par comparaison. Le résultat reste donc meilleur avec Twixtor. Alors on parle bien là de ralenti au départ de fichiers enregistrés sur une caméra qui en principe n'a pas de spécificité technique pour la capture de vrais ralentis. Donc dans les deux cas, que cela soit sur Adobe Premiere ou avec Twixtor dans After Effects par exemple, vous pourrez aider le software à faire son travail d'interpolation. Si vous souhaitez donner l'illusion d'une sorte de super slow motion en post-production, vous devez y penser pendant la prise de vue et choisir une vitesse d'obturation la plus élevée possible. Et quand je dis élevée, j'entends qu'en fonction des conditions de lumière que vous avez, d'aller le plus haut possible en vitesse d'obturation. Au millième, voire au 2 millièmes de seconde ou plus encore. Ça vous donnera des images sans la moindre trace de flou de bouger. Rappelez-vous, au final, gardez à l'esprit cette notion de photo. Chacune de vos 25 images par seconde seront nettes, sans flou de bouger. Bien entendu, shooter à 25 images secondes malgré tout, pour ensuite donner l'illusion d'avoir shooté à 1000 images par seconde, reste quand même un problème, même à une très haute vitesse d'obturation. Donc si vous avez un Canon ou un Nikon ou le GH4 qui vous permettra de shooter déjà au moins à 50 images par seconde ou alors 60 ou alors 96 images par seconde comme c'est le cas pour le GH4, là vous vous rendez vraiment service. Mais si en plus vous obturez à la plus grande vitesse disponible, vous donnerez à Optical Flow dans Premiere ou à Twixtor le meilleur matériel possible pour justement faire ces calculs d'interpolation numérique. Je vous invite à regarder cette vidéo, postée il y a plus de 5 ans déjà par un utilisateur que je ne connais pas. Ça a été shooté au 7D avec un 18-135. Bref, rien d'inaccessible comme matériel. Il a utilisé Twixtor dans After Effects, avec aussi un peu de fausse pluie qu'il a réalisé avec Particular, le plugin de chez Trapcode. Le résultat est vraiment super, je trouve. Il a réglé Twixtor de manière à ce qu'il recalcule son film pour l'amener à des passages à 2000 images par seconde. Rien que ça. Alors vous le verrez, il y a quelques lacunes bien sûr. Il a shooté des personnages qui font de la rampe à vélo et quand les personnages font des figures en l'air, il y a parfois quelques soucis de mise au point. En gros, le sujet est flou et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très réussi. Ces ralentis sont fluides et très beaux. Vous verrez d'ailleurs clairement la mise au point parfois à l'arrière, sur les arbres ou sur la rampe. Mais je vous montre surtout ce film pour vous montrer ce qu'il a réussi à faire avec un boîtier somme toute amateur, un plugin et une après-midi pluvieuse. C'est vraiment bien joué. Et si s'était donné le temps de soigner sa mise au point, ça aurait été parfait. À vous de le tenter à nouveau, pourquoi pas. On va aller regarder cette vidéo ensemble sur Vimeo. Voilà, pas mal du tout, hein, on est d'accord. N'oubliez pas, si vous voulez tenter ce genre d'exercice, et je ne vous parle pas de vous lancer à vélo sur une rampe, mais de filmer ce type de ralenti, choisissez dans tous les cas des cadences d'enregistrement le plus élevées disponibles. 50 images par seconde, 60 images par seconde pour les boîtiers DSLR les plus classiques. Et augmentez votre vitesse d'obturation le plus haut possible, en fonction de la lumière disponible bien entendu. N'hésitez pas dans ce cas-là à pousser l'ISO. Dans cet exercice-là, ce qui nous importe, c'est de shooter une séquence en super slow-mo, et pas du tout de penser à l'une ou l'autre règle.